Bienvenue à tous et à toutes pour ce moment d'échange au cœur de ces installations magnifiques élaborées pour ce cycle d'ateliers et de conférences sur le thème « Habiter demain », ici donc à la Maison du Livre à Saint-Gilles. Alors ce soir, on va tenter de répondre à cette question principale. Comment habiter le monde autrement ? Comment répondre aux enjeux environnementaux, humains, démographiques, annoncés, mais aussi déjà très actuels. Alors que certains décident d'ériger des murs qui cloisonnent et rejettent l'autre, qui bétonnent le vivant, notre exploration de ce soir fait le choix plus opportun, plus durable, plus humain et je dirais plus engagé, de tenter l'ouverture, la perméabilité, l'échange et plus largement le soutien au vivant avec un grand V. Alors pour alimenter cette réflexion, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux penseurs de la ville, deux penseurs de demain, qui avec leurs moyens d'action spécifiques qu'ils vont nous expliquer, et ont en commun d'utiliser l'urbanisme et l'architecture pour rendre notre monde plus vivable, plus humain, plus pérenne et plus juste. Lux Kreten, bonsoir. Bonsoir. Architecte belge utopiste, qui rêve et poétise un futur où l'homme habite en osmose avec le végétal. Sébastien Thierry, bonsoir. Bonsoir. Alors politologue et auteur, coordinateur aussi de la plateforme Pérou, pour Pôle d'exploration des ressources urbaines, donc un laboratoire de recherche-action autour du concept de ville hostile. Alors je vais vous laisser vous présenter chacun quelques minutes, avant de prendre le temps d'entrer vraiment dans le vif du sujet et d'aborder les 5 thématiques qu'on a décidé d'aborder ensemble et d'illustrer par vos projets respectifs. Mais voilà, peut-être, Luc, je vous donne la parole. Un tout premier préalable, est-ce que les micros sont nécessaires? Oui. Ah, d'accord. Eh bien alors, on les garde. Je dis ça parce que dans une petite salle, parfois, entendre les voix naturelles, ça a un certain intérêt. Donc, moi, je suis architecte. Sur ma carte de visite, j'ai rajouté utopiste parce que ça ne fait pas bien du tout, donc c'était intéressant. Surtout parce que l'utopie, c'est impossible, qu'il n'y a pas encore été expérimenté, et que quand la réalité ne nous plaît pas, mais il nous reste seulement l'utopie comme vision positive d'un futur que l'on pourrait préparer différent. Donc c'est dans ce sens-là que j'essaye d'avancer. Et pour moi, le dessin est un moyen très puissant de proposer, de dialoguer avec un grand nombre, de montrer ce que cet autre possible, d'essayer de le rendre désirable, envisageable, pour que l'on puisse s'y projeter et, si possible, s'y sentir bien. Donc, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de dessins et d'images, parce que c'est pour moi la meilleure façon de dialoguer avec vous, avec tout le monde, dans cette idée de choses différentes. Merci. Sébastien, comment tu te prêtes au jeu de la présentation? Allez, ok. Alors moi, disons que je suis... peut-être que par rapport à ce qu'on va discuter là, j'ai un petit passif, un passé passif qui est un engagement auprès de dans l'action des enfants Don Quichotte, que vous avez sans doute connu, enfin un petit peu en Belgique et puis en France, qu'on avait lancé sur le canal Saint-Martin à Paris, qui était une action qu'on conduisait avec des sans-abri, qui a un fêtage d'huile consistant à déjà rendre visible ce continent relativement peu visible et extrêmement étendu, du sans-abrisme et de toutes ces occurrences, et puis voilà, d'engager un débat, sinon un bras de fer avec les acteurs publics pour que d'autres réponses que la violence qui gouverne soient apportées. Et puis j'ai créé le Pérou dans ce sillage-là avec le mal au ventre
résultant de cette action, c'est-à-dire combien en fait ce mode d'action, pour ma part, m'avait flanqué dans une grande impuissance en fait, dans une procédure d'injonction, d'invective et de frontalité avec les acteurs publics qui m'a plus en fait éteint que fait germer des réponses salutaires. Et donc j'ai voulu créer un outil d'intervention qui me permette peut-être de nous redistribuer des capacités d'agir sur ces sujets-là, que j'ai appelé le Pérou, pour aussi, voilà, parce que j'étais quand même très marqué parce que l'animation, ce qu'avait produit sur moi le fait d'être un enfant d'une fiction de Don Quichotte, et je trouvais très forte cette puissance-là agissante, et que le Pérou pour moi c'était c'est un pays lointain, on n'est pas le Pérou, ça renvoie aussi à peut-être pas mal de malentendus qui sont peut-être intéressants et cruciaux. Donc c'était aussi cette capacité que le lointain ou que l'ailleurs peut nourrir et peut lever de force cette capacité d'action. Et en même temps, je l'ai créé avec Gilles Clément, paysagiste, jardinier, que vous connaissez sans doute, et qui est le théoricien du tiers-paysage, jardinier du jardin planétaire, et qui a je crois, pour Gilles, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvaises nomenclatures, il n'y a que des mauvaises manières de nommer le monde, les êtres. Et surtout, Gilles Gilles compose évidemment avec le réel. Le jardinier, c'est celui qui reconnaît les puissances, les promesses qui se présentent là, et qui les fait retentir et qui les fait éclore. Et donc ces deux du lointain et d'une utopie. Je veux dire que l'utopie étant ce que tu dis, Luc, ce qui n'a pas encore été réalisé, éprouvé, expérimenté, c'est-à-dire que l'utopie, c'est une promesse pour le réel, et avec l'outil du jardinier qui est de se dire en fait c'est dans le réel qu'on va trouver les puissances à renverser ce qui est insupportable aujourd'hui. Merci. Alors je voudrais peut-être introduire la première thématique à laquelle on a pensé en élaborant cette conférence. C'était l'importance de l'imaginaire et de la créativité. C'est vrai que les crises actuelles et à venir, elles questionnent nos modes de vie. On en parle tous les jours, mais quand on gratte un petit peu, évidemment, on se rend compte qu'elle questionne aussi notre façon, nos modes d'existence, notre façon d'être au monde et notre rapport au vivant, qu'on soit seul ou qu'on soit ensemble. Elle nous confronte à une expérience du réel difficile, peu satisfaisante, et à une représentation sombre de l'avenir. Et dans ce contexte, comment et pourquoi j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Comment et pourquoi mettre l'imaginaire et la poésie au travail ? Alors, et comment s'illustre cette thématique dans votre travail ? Et ça va être Sébastien qui va commencer. Ah, merci Luc. Luc a préparé le diaporama, donc. Oui, alors le Pérou, c'est un collectif, je ne sais pas si c'est un collectif d'ailleurs, c'est un agencement de camarades qui sont souvent architectes, mais pas que, artistes, chercheurs, et en fonction des situations avec lesquelles on travaille. Là, j'ai rassemblé 4 petites images de la toute première situation sur laquelle nous avons travaillé avec le Pérou, et je crois que, oui, que cette question de l'imaginaire, elle est là au cœur, d'une part. Comment dire, on a ce que vous voyez là, c'est un bidonville en Essonne, 40 km au sud de Paris, qui est habité par 150 personnes qui ont l'habitude d'être expulsées, éloignées tous les 3 mois, et donc qui font face à une politique systématique de destruction, qui est en fait l'opérateur précis de la reconduction du même, c'est-à-dire que je pense que la pelleteuse a pour conséquence de faire se reproduire le bidonville 500 mètres plus loin systématiquement. Donc nous avons cherché à essayer d'enrayer cette logique-là, et en flanquant au beau milieu de ce bidonville, à partir de multiples travaux déjà d'une part on a habité pendant 2 mois et demi avec plein de camarades, on est venu là manger, dormir, danser, chanter, etc. Et puis jusqu'à faire advenir ce bâtiment au beau milieu du bidonville, qu'on appelait ambassade, c'est l'ambassade du Pérou, et qui en fait et qui était flanqué sur les 4 flancs de 4 mots: être, vivre, ici et maintenant. Donc un bâtiment qu'on a notamment construit avec Malte Martin, graphiste, et Julien Bellet, architecte. Juste pour dire cela, d'une part, c'était un lieu qui était pour moi en fait un lieu
un palace à Yvette, qui était la doyenne des riverains solidaires, qui venait tous les jours donner des cours aux Français dans l'étroitesse de ces baraquements. Et donc il nous semblait qu'il fallait à Yvette un palais pour faire cette chose merveilleuse qu'elle faisait tous les jours. Et donc l'ambassade, c'est par définition un organe diplomatique qui crée d'autres relations entre le dedans et le dehors, entre elle et eux, etc. Donc c'était le lieu d'une éclosion et d'une intensification des relations. Et puis c'était aussi, c'est là que l'imaginaire agit, et je pense que le premier acte, le premier bâtiment qui soit une ambassade au beau milieu d'un bidonville, qui était une manière de mettre le trouble dans la lecture que l'on fait de la situation, et qui a été une manière de déplacer ou de tétaniser les machines en face, les machineries administratives, les machineries policières. On a fait ce bâtiment sans aucune effectivement autorisation, avec des menaces constantes, etc., etc. Et je crois qu'il y a quelque chose qui était agissant là, qui a stupéfait, peut-être pas beaucoup, après les choses sont envenimées, mais en tous les cas, et ça a duré un long temps, on a fait beaucoup de choses là, mais je crois que l'incidence d'une ambassade qui se déploie là, au beau milieu d'un bidonville, d'un lieu à mauvaise réputation, et qui devient un lieu d'une fête extraordinaire pour l'inauguration de cette ambassade, et pour ce qui va avoir lieu là, a été un levier d'action, un levier de mobilisation et un levier d'enrayement de la machine administrative. Donc voilà, et après je pourrais raconter plein de choses, mais je vais me taire parce que mais pour pointer cette question-là, je crois, de l'imaginaire comme étant une arme politique et un levier aussi bâtisseur, constructif, et qui nous a permis peut-être de faire se déplacer ces logiques mortifères qui président et qui gouvernent, et qui sont surtout, et je finis sur ça, la preuve de politiques qui n'ont pas d'imagination, parce que la perspective qu'on a développée et dont on a fait la démonstration, c'est qu'une ville est dans 99% des cas un bidonville qui a réussi. Et donc il s'agit de rappeler ça, et de se dire que si on prend soin de ce qui est construit, si on prend soin d'un lieu qui est un lieu construit plutôt que rien, et si on poursuit le chantier qui est là à l'œuvre, si on fait attention au fait que les gens vivent là, font la cuisine, font l'amour, dansent, embrassent leurs gamins le matin, bref, il y a là des promesses, encore une fois comme le jardinier, à faire retentir et à augmenter. Et voilà, et donc avoir de l'imagination, c'est aussi voir là toutes les promesses de ville et de vie qui se présentent, et non pas un fatras immonde dont il faudrait ne prévoir que la disparition. Merci. Magnifique. Et ça me touche beaucoup de voir ce que tu as fait là. Moi, je vais raconter dans le même sens une autre histoire, celle de l'alternative à ce que la société industrielle nous propose. On sait maintenant déjà depuis pas mal de temps que les méthodes de fonctionnement ne nous mènent nulle part, qu'on ne fait que détruire, abîmer, saloper notre belle planète, et que mais nous n'aurons jamais tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Donc, quelles peuvent être les alternatives? Est-ce que le vivant ne peut pas être une des manières d'entrevoir les choses totalement différemment? Donc, à partir de recherches en maquette, en dessin, j'imagine comment le monde pourrait évoluer dans le futur, dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être plus. Bon, la ville, on ne la détruit pas, on ne va pas la mettre par terre, on va la faire muter doucement vers quelque chose qui pourrait intégrer le vivant, aussi bien les plantes que la faune, trouver des façades de maisons qui soient des pots qui réagissent à l'environnement, qui nous permettent d'autoclimatiser les bâtiments qui se trouvent derrière, peut-être des accès aux toitures qui permettent de retrouver cette relation à l'horizon qui est tellement importante, et toutes sortes d'autres manières de faire, de voir qui sont à inventer. Peut-être que c'est ça qui est tout à fait passionnant aujourd'hui, c'est de dire, comme le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, on a vu à
quel point il ne correspondait pas à une possibilité d'avenir et à nos besoins réels. Ce qui est passionnant, c'est qu'il y a tout à fait autre chose à inventer. Et pour moi, imaginer cela, c'est d'abord imaginer un but très lointain. Vers quoi est-ce qu'on tend? Quel est ce monde idéal de demain? À quoi pourrait-il ressembler? Pour moi, il ne va pas ressembler à une smart city où tout est informatisé, où tout a été calibré. Ça va ressembler à quelque chose qui doit être celle d'une réconciliation entre l'être humain et le vivant. Retrouver une ville qui ressemble à un écosystème, une ville qui interagit avec l'ensemble des composantes de ce qui se trouve sur la planète et qui est le vivant. Et c'est une progression lente qui commence par quelques expériments un peu partout, mais qui part de cette idée qu'il faut retrouver des liens, un autre sens aux choses. Et j'essaye de l'exprimer de toutes sortes de façons différentes. Ici, c'est une fresque qui vient d'être réalisée à Chambéry, près de Lyon, sur un immeuble tour de 50 mètres de hauteur. Celle de droite a été réalisée, celle de gauche sera au printemps. Ce monde est une sorte de mix entre une cité actuelle faite de béton, d'aluminium, etc. Et puis devant vient se placer une sorte d'image idéalisée d'une habitation qui repart à partir de ce qui pousse, de ce qui fonctionne avec le soleil, avec l'eau de pluie, avec les nutriments qui se trouvent dans le sol. Et les gens qui sont derrière les fenêtres, qui se trouvent là, ils sont rentrés dans le dessin. Ils ont fait partie finalement de l'œuvre en se retrouvant dans une fenêtre qui est intégrée dans un bâtiment qui est existant. Et ça, c'est quelque chose qui, moi me plaît bien, parce que même si ça ne change rien au niveau de la matérialité, ça commence à faire parler d'une idée que une véritable évolution serait de commencer à prendre cette nature magnifique comme un élément dans notre réflexion, quelque chose qui tient lieu du biomimétisme, de reprendre notre place réellement sur la planète. Et puis, il y a plein de petites choses là qui sont faites pour faire rêver les enfants, pour les faire rentrer en communication avec le dessin, créer une sorte d'empathie vis-à-vis de ce qui a été dessiné, et qu'ils se sentent, qui rentrent dans une sorte d'histoire qu'ils vont pouvoir continuer à voir et à sentir comment elle évolue. Voilà comment est le dessin, mais maintenant que ça a été réalisé. On peut passer peut-être au suivant, et il manque la page d'introduction. Ah oui. Elle a sauté. La page de garde. Pour le prochain thème, c'est vrai qu'on a réfléchi aux thématiques qui vous unissaient, qui étaient vos points communs. Et c'est cette thématique aussi on en parlait, de la ville hospitalière. Penser une ville humaine, accueillante, dans laquelle chacun a une place digne. C'est une réflexion qui est au cœur de vos projets. Oui. Tous les deux, vous cherchez des solutions créatives aux problèmes systémiques du sans-abrisme, à l'accueil des personnes réfugiées. Et Sébastien, tu développes même ce concept de ville hospitalière comme un patrimoine à défendre, un patrimoine culturel immatériel. Voilà, c'est ça, à l'UNESCO. Est-ce que alors là, tu peux développer? Peut-être non, parce que ce que présentait Luc à l'instant, moi je sais pourquoi je suis allé chercher des architectes dans mes travaux, étant d'un autre bord et manquant. J'ai fait Sciences Po et on nous a appris tout sauf ce que vient de décrire Luc, et qui est pourtant absolument essentiel. Peut-être que, pour reprendre la tournure, que la réalité est une fiction qui a réussi, et que voilà, le dessin, et que cette capacité à voir loin aussi,
est totalement hors parcours cursus d'enseignement quand on est formé à sciences politiques, à aller aux affaires, arriver aux affaires, comme on dit. Donc cette capacité de fictionner ou d'imaginer, enfin on n'en est pas du tout habitué. Et là, je voulais juste faire un point sur un travail qu'on a fait avec des sans-abri qui relève du dessin aussi. Se dire repartir de là, c'est-à-dire que repartir, la première image en haut à gauche, c'est les enfants Don Quichotte, donc c'est cette installation de tente rouge au bord du canal Saint-Martin, et au moment, quelques mois après avoir construit l'ambassade et on poursuivait dans les bidonvilles, on s'est rapproché d'un collectif de sans-abri à Paris, deux sans-abri multiples, etc., mais qui étaient issus de cette histoire-là, qui sont devenus les enfants du canal d'ailleurs. Et on a établi avec eux, on s'est dit on va faire un concours d'architecture dont vous allez être à la fois les membres du jury, mais aussi les rédacteurs du cahier des charges. Et donc on a établi, on a fait un travail d'enquête sur l'expérience que les personnes sans abri avaient de la ville, et notamment de ses coins zéro coins, et de ses potentialités, de ses ressources urbaines pour le coup, et de ses... et puis aussi de décrire le mieux possible ce en quoi pouvait consister habiter la ville, et qui renvoie aussi à ce que je parlais de l'ambassade tout à l'heure, comme le palais d'Yvette, mais un des points cruciaux de ce cahier des charges élaboré avec ce collectif de sans-abri, c'était l'articulation. C'est-à-dire que habiter, on a vite dit que ces personnes sans-abri étaient sans logement ou sans domicile, mais en fait, ce qui fait défaut, c'est pas tant un toit qu'un sol. C'est-à-dire que ce qui fait défaut, c'est pas tant le logement que la ville. Et que dans toutes les cahiers des charges, c'est peu à peu élaboré, qu'on a publié, et une cinquantaine d'architectes ont répondu. On a conduit la chose jusqu'au bout, jusqu'à faire des lauréats. Là, vous en avez 3 parmi les 5 qui étaient faits lauréats. Il y avait un point extrêmement crucial, et qui était que ce sont des lieux à habiter, mais ce sont des lieux qui sont tous des rotules entre le dedans et le dehors, entre la ville et ces lieux d'hébergement. Et toujours au cœur de ces propositions, il y avait des équipements culturels, des équipements sociaux, et qui étaient des lieux pour la ville, pour celles et ceux qui habitaient autour. Voilà, donc c'était peut-être ce petit déplacement-là, de se dire oui, la question du sans-abrisme, elle est au cœur, mais en fait j'ai l'impression, moi, que je l'ai toujours abordé, non pas à l'endroit du logement, ou du logement manquant, mais de la ville manquante et de ce qui crée ces articulations qui rendent imperceptibles le dedans et le dehors, le il et nous, et l'ambassade avait cette fonction absolument cruciale. Donc ce sont des architectures diplomatiques toujours, et là au cœur de ces propositions, on ne voit pas trop en fait où sont les articulations, les pleins, les vides, etc. Mais c'était toujours des manières de mailler, de se nouer à la ville, et en disant on crée de l'espace manquant à vivre, mais on crée aussi pour la ville, et notre présence est un bienfait pour la ville, et on vient équiper la ville de notre présence, certes précaire, certes nomade, mais qui aussi offre des capacités à la transformer et à la déplacer aussi à partir de nos puissances, à la rêver. Merci. Je ne sais pas si tu veux réagir. Oui. Magnifique. J'ai vraiment une réponse pas une réponse, mais un complément à ce que tu as fait, parce que j'ai travaillé moi aussi sur Paris de manière un peu parallèle à cela, et toujours pour répondre à cette même question, la ville doit être empathique. Une ville qui n'est pas empathique, c'est vraiment épouvantable. Commencer à augmenter la présence policière, etc., le recours à la démolition des habitations, tout cela est témoignage d'un énorme échec. Et moi, ça me fait excessivement mal. Donc, je pense que chercher des solutions qui sont vers le lien, l'intégration, les relations humaines, elles sont totalement essentielles pour qu'on se sente bien dans une ville, tout le monde. Et on ne peut le prendre que comme ça. Alors il se fait que la mairie de Paris m'a demandé si je pouvais faire des propositions pour une nouvelle esthétique de la ville. Alors,
dans des idées peu politiques, de dire à chaque époque, l'époque Art Nouveau, on voyait fleurir des stations de métro, etc., tout à fait intéressantes parce qu'elles correspondaient à une époque qui a marqué l'identité de la ville. Est-ce que Paris ne pourrait pas aujourd'hui avoir une identité qui serait forte? Je suppose que la mairie a plutôt pensé à une image qui n'est pas sous-tendue par un projet qui intègre l'humain, n'a pour moi absolument aucun sens. C'est un objet de mode, c'est quelque chose qui n'a aucune assise, qui ne prend corps nulle part. Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus parce que j'avais une idée divergente, mais qui pouvait rentrer quand même dans le programme. Voilà des genres de mobilier qui fleurissent à Paris. C'est ce mobilier anti-SDF. C'est pour moi une abomination complète. Comment peut-on chercher à simplement déplacer le projet ailleurs? Mais c'est tout aussi une abomination que quand la police va démolir des tentes ou va les repousser dans un autre endroit où le problème va quand même continuer à se retrouver. Donc j'ai planché là-dessus en proposant un travail qui reprendrait un lieu, un refuge temporaire, provisoire pour les sans-abri, qui soit des sortes de petites cabines assez légères, qui peut être placée sur un trottoir ou à la place d'une voiture dans la rue, qui soit correctement construite et qui intègre chaque fois des panneaux, pas publicitaires, mais des panneaux d'affichage culturel. La publicité étant une autre horreur pour moi qui détruit la ville, qui propage cette idée complètement indécente de dire que nous ne consommons pas assez et que nous devons absolument acheter plus pour pouvoir plus consommer et plus jeter. Donc ça n'a pas lieu d'être dans la ville. Par contre, avoir des panneaux d'information culturelle sur ce qui se passe dans les musées, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les espaces culturels, ça aurait vraiment un sens. Et je suis reparti des dimensions des affiches qui existaient au siècle dernier et qui étaient magnifiques. Pas toutes, bien entendu, mais une grande partie étaient des véritables œuvres d'art. Et rien que leur format est à l'encontre de ce que l'on fait actuellement dans la publicité, où on est surtout dans des affiches en longueur qui détruisent le rythme des villes, des fenêtres, des ouvertures dans les portes. Donc mon abri pour sans-abri comporte la possibilité d'en loger deux au même endroit et d'avoir de chaque côté trois affiches qui pourraient être uniquement culturelles, qui peut changer régulièrement et qui peut donner à Paris à ce moment-là une dimension culturelle, mais également d'accueil des plus démunis dans une relation qui pourrait être tout à fait bénéfique à tout point de vue. Alors j'ai introduit ce dossier il y a 6 mois, j'ai toujours pas eu de réponse. Je l'ai introduit à Bruxelles, je n'ai pas eu plus de réponse non plus, mais le dossier est là, l'étude est assez complète parce qu'elle va même plus loin. Je pense que ce serait aussi intéressant dans certaines grandes places publiques, on pourrait reprendre les panneaux, les colonnes Maurice que l'on connaît, en les agrémentant d'un parasol qui réfléchit la lumière, on pourrait les éclairer, et il pourrait y avoir des lieux où on pourrait retrouver l'ensemble de la culture d'un pays, d'une ville, par l'ensemble de ses affiches. Ce serait un endroit non seulement de l'art de l'affiche, mais de tout ce qui se passe dans un lieu, et qui serait une autre manière de communiquer avec cela, sans avoir besoin soit de l'informatique, etc., d'acheter des choses, mais simplement en se promenant autour de l'ensemble de ces
de ces colonnes, on serait informé de ce qui se passe dans le monde au niveau culturel. Alors sur Bruxelles, j'ai aussi fait des propositions assez concrètes. Là, c'est une affiche qui parle de Bruxelles, un centre qui est lié à l'immigration, mais là, l'image aussi est quelque chose qui m'intéresse comme moyen de donner à cela une valeur et quelque chose qui peut parler assez facilement aux gens. L'image, on la connaît, celle des accidentés de la vie qui s'augmente de plus en plus chaque année dans nos villes. Mais nous avons également dans nos villes de multiples endroits abandonnés, des chancres urbains, ces petits espaces qui n'intéressent pas les promoteurs immobiliers parce qu'il n'y a pas moyen de gagner de l'argent, et là c'est ce qu'il y a de pire. Donc on les laisse pour compte. Et bien entendu, un espace comme ça qui est laissé pour compte est très vite envahi par des panneaux publicitaires. Donc la proposition était, et toujours, c'est là-dessus qu'on travaille pour le moment, déjà depuis 4-5 ans, c'est de convaincre les pouvoirs publics qu'il y a un moyen de les utiliser à de meilleures fins, à y implanter différentes sortes d'habitations pour les sans-abri. On travaille avec une association sociale qui s'appelle Housing First, qui a pour principe de donner sans aucune condition aux sans-abri un logement, et par le fait qu'ils sont logés, ça résout énormément de problèmes. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que là où cela a particulièrement bien réussi aux États-Unis, on a constaté qu'un sans-abri relogé coûtait bien moins cher à la société qu'un homme que l'on laisse dans la rue, qui va devoir être à la fois avoir des problèmes de propreté publique, de l'intervention du SAMU, de la police, de toutes sortes de choses, tandis que quand il a retrouvé sa place dans la ville, il se sent accueilli, il a une autre attitude vis-à-vis du monde qui l'entoure, et il peut petit à petit retrouver la dignité qu'il a perdue quand il se retrouve dans des conditions les plus déplorables. On a répertorié ici à Bruxelles plus de 300 lieux qui pourraient convenir à implanter nos habitations, et on est en contact avec les communes pour pouvoir voir quels sont les terrains qui peuvent nous être donnés pour pouvoir mettre entre 3, 4, 5, 6 maximum sans-abri dans un même lieu. Voilà un projet qui est en cours pas en cours d'exécution, mais de plan d'exécution, et qui a reçu l'accord de la commune et qui est en bonne voie pour pouvoir être réalisé à Évert. L'idée est que ces habitations soient en très grande qualité technique pour que cette population la plus pauvre, la plus marginalisée, soit vraiment choyée. On constate que la population la plus pauvre, c'est celle qui doit dépenser le plus d'argent au mètre carré pour se chauffer, pour s'éclairer, etc., parce que leur environnement est dégradé. Ici, c'est absolument le contraire. Dans notre idée de départ, on travaille avec des matériaux biosourcés de grande qualité. C'est excessivement bien isolé, donc on est au niveau de maisons passives. C'est-à-dire que si on ne les chauffe pas, on arrive quand même à avoir en plein milieu de l'hiver, quand il fait le plus froid dehors, 15, 16 degrés, donc il n'est même plus indispensable qu'ils chauffent, mais bien entendu, il y a un chauffage pour qu'ils puissent garder un degré de confort, il y a salle de bain, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et nous pensons que lorsqu'on aura pu réaliser le premier, on pourra avoir plus de facilité à pouvoir en réaliser d'autres.
Et nous sommes à la recherche évidemment de sponsors, d'aide pour pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là. Magnifique. C'est inspirant. Et c'est vrai que j'imagine que... Il va y avoir de la place. Les prisons vont disparaître. Il y a là 9 hectares que vous pourriez développer. Ah ben oui. Mais c'est bien que vous intervenez, moi je trouve. Oui, ça, oui, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. On est entre nous, on ne doit pas attendre la fin pour poser des questions. Oui, sauf que nous ne voulons pas créer de ghettos avec des endroits où on aurait rassemblé les plus pauvres. L'idée, c'est de les disséminer le plus possible dans les quartiers, et plus c'est disséminé, plus on est dans quelque chose qui peut prendre des racines et trouver des liens importants. En même temps, pour eux, ce serait très négatif aussi, parce que dès le moment où il y en a un qui commence à déconner avec multiples substances, il a tendance à les communiquer aux autres, etc. Donc les services sociaux avec qui on travaille ont été très clairs, on ne va pas au-dessus de 6. Au-delà, ça commence à poser plus de problèmes que ça n'en résout. Bien. Je ne sais pas si... Il y a d'autres expériences justement des SDF qu'on installe dans des conteneurs presque, Oui. 27-28 mètres carrés, et donc on leur donne ces 28 mètres carrés sur des terrains, c'est forcément provisoire parce que c'est des terrains qui sont en attente de permis d'urbanisme, etc. On vient d'inaugurer un des premiers à jet. Oui. Donc avec trois conteneurs, si on peut dire, moins d'abdominales, donc voilà, qui sont une expérience assez extraordinaire, je trouve, avec la difficulté que par exemple à l'inauguration, ils ont invité les gens du quartier à venir partager, mais il n'y avait malheureusement pas une seule personne du quartier qui est venue à l'inauguration. C'est un problème difficile quand même, et ils sont bien encadrés. Donc, on pourrait d'ici un an ou deux, voilà, ils soient tout à fait acceptés. Voilà. C'était effectivement la troisième étape, enfin, troisième sorte de travaux qu'on fait actuellement. On travaille avec des modules qui se superposent et qui se superposent de manière alternée, de manière à ce qu'une toiture puisse servir de terrasse à ceux qui sont en dessous. Mais nous n'appelons pas ça des containers. Parce que les containers, c'est bien pour la marchandise, mais pas pour les gens. Donc ce sont des modules. Ils sont en bois et ils sont avec des matériaux biosourcés aussi. Donc on cherche à ce que ce soit toujours en très grande qualité au niveau technique. On a beaucoup essayé de travailler des architectes avec des containers. Moi, je suis totalement opposé, parce que le container, c'est une enveloppe en métal qui a plein d'effets négatifs, dont caracage de Faraday, etc. Mais aussi, ce sont des bâtiments qui sont transpirants. Ils ne permettent pas d'évacuer l'humidité qui se trouve à l'intérieur et qui est dans chaque respiration. Et il crée donc de multiples problèmes qui nécessitent une ventilation mécanique contrôlée permanente ou des choses comme ça. Et c'est complètement idiot, alors qu'un mur bien fait est respirant. Et il évacue naturellement l'humidité vers l'extérieur. Donc nos habitations sont excessivement soignées à ce niveau-là chaque fois. Merci. Vous voulez réagir, oui. Quel que soit le projet, c'est toujours difficile de l'intégrer. Quel que soit le projet, c'est toujours assez difficile de l'intégrer dans son environnement. Je crois que vous montrez Voler Saint-Pierre. Je voudrais voir les enquêtes Commodo à Commodo, par exemple. Là, monsieur dit pas de participation des citoyens. Donc, ça veut dire qu'il y a des phases préliminaires qui n'ont pas eu lieu. J'ai déjà vu des trucs sur urban design, comment on introduit un projet dans la société pour que ce soit
fait ça dans chacune des propositions d'implantation. Il y a une discussion avec la population et les pouvoirs publics pour voir comment ils acceptent ça. Et je pourrais résumer la situation de manière très simple. Une grande partie des gens, ici pas une majorité, ils disaient « magnifique projet, on est tout à fait pour, mais faites ça ailleurs, hein, pas chez nous. Vous vous rendez pas compte, on a déjà plein de problèmes. Vous savez, il y en a qui renversent nos poubelles, il y en a qui vont pisser dans nos boîtes aux lettres. Donc allez faire ça ailleurs. » Vous n'avez pas proposé des éoliennes? Non, mais avec simplement une habitation pour 300 abris, c'était trop. Mais évidemment, en général, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ces réunions pour rouspéter contre le projet. Ceux qui sont pour, ils disent très bien, on ne va pas se déplacer. Donc ce n'est pas toujours non plus une réaction. Alors finalement, on préfère parler d'une habitation sociale sans mettre une étiquette qui peut être préjudiciable et qui puisse vraiment plomber le projet. Peut-être encore une question en revenant au premier sujet qui sont l'imagination, la créativité. Vous la personnalisez. Mais quand j'étais prof, je suis encore prof, entre autres fonctions, quand je vois les jeunes maintenant, la nouvelle génération, j'ai quand même de sérieuses questions quant à la créativité, l'imagination, la remise en cause, la critique. Donc, on travaille, vous travaillez, je travaille pour les générations futures, mais il y a vraiment une cassure entre votre capacité d'utopie, de rêve, et ce que je vois tous les jours. Les gens avec qui je suis en contact tous les jours, qui ont en moyenne 25 ans. Je ne sais pas comment vous pouvez... Moi, je vais dire que je suis absolument pas d'accord, mais on n'a peut-être pas les mêmes expériences. Hein, mais non, moi au contraire, je suis totalement. Alors moi, je suis un parfait optimiste, c'est-à-dire que je vois, pour enseigner dans les écoles d'architecture, d'art et de sciences politiques aussi un peu. Moi, ce qui est quand même le plus réjouissant, c'est qu'heureusement qu'il y a des jeunes gens qui arrivent et qui sont, moi, les derniers là que j'ai en cours, je me suis rendu compte qu'ils étaient nés au XXIe siècle. J'ai des enfants, ils sont nés au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, les migrants, par exemple, c'est leur monde. Nous, on s'est pris dans la tête, on croyait que ça n'existait pas, on est bouleversé, on tombe par terre, on ne comprend pas. Non, là, c'est ça. Et donc, à partir de là, la capacité à vivre, à agir, et à inventer. Nous, on est tétanisés, donc on est flanqués d'impuissance, d'incompréhension, etc. Donc, moi, non, mais moi excusez-moi, je me mets avec vous, mais donc, né au XXe siècle, je crois, d'accord. Et 19e, entre 19 et. Non, voilà, en tout cas, moi, toutes les histoires avec le Pérou sont faites beaucoup avec nos étudiants, parce qu'on est beaucoup d'enseignants aussi. Et heureusement, dire que et les histoires, elles vont loin grâce à cette folie-là que moi, bref. Un peu de précision, on ne peut pas mettre tout le monde dans... Non, comme vous faisiez, je le fais aussi. Oui. Non. Je suis très informatique, ok, c'est un autre monde. Mais là, franchement, créativité, invention, c'est vraiment très très faible. D'un autre côté, j'ai une belle fille colombienne. Ça, c'est l'explosion. Donc, suivant les groupes, les pays, les cultures, bien sûr. Les différences sont considérables. Et si je me replace ici dans le contexte européen, bruxellois, bleu, blanc, belge, oui. Ouais, oui. Ça, c'est votre opinion, monsieur. Pardon? Ça, c'est votre vision à vous. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Avançons. Oui, tout à fait. Voilà, si vous le permettez, on va continuer dans les différentes thématiques qu'on voulait aborder ce soir. Et on le voit dans l'inspiration de tes dessins, et puis on l'a déjà évoqué aussi, c'est habiter le monde autrement, c'est réenvisager et réinventer notre rapport au vivant,
Et donc, nécessairement, penser une ville écologique et vivante, qui, que ce soit avec les habitarbres de Luxkeuten, que ce soit en développant des occupations temporaires dans les lieux vacants et abandonnés, que ce soit dans l'utilisation et la réutilisation de ressources. Quelles sont vos réflexions à ce sujet d'une ville écologique, durable, circulaire, qui utilise ses propres ressources? Alors là, on était à Avignon, peut-être que j'ai pensé à ce projet-là, quand Stéphanie, tu nous as envoyé ce thème-là, proposer cela, qui n'est pas franchement radicalement, bien que le point de départ, c'est des jeunes gens d'ailleurs qui ont quitté l'école avant d'être diplômés et qui ont monté une association à côté de Lyon et qui font la construction en terre et en paille, et à qui on a demandé de construire notre cabane de chantier devant un squat. Donc on ne voit pas, mais la cabane en haut à gauche, elle donne sur l'ancien tripostal, dont vous voyez un petit aperçu sur la droite en bas. Ancien tripostal d'Avignon qui donne sur la gare centrale d'Avignon, qui est une friche désaffectée et qui est squattée par un collectif de sans-abri qui se nomme CASA, Collectif d'Action des Sans-Abri. Et autour de cette friche, il y a un hôtel de luxe 5 étoiles et le très grand hôtel qui en a 6, je crois. Je ne savais même pas qu'il y avait 6 étoiles. Bref, et donc, évidemment, avec ces gens qui donnent sur les terrasses, là, ça faisait désordre. Et donc la municipalité cherchait à évacuer, effectivement, on cherchait à les placer ici ou là, et à chaque fois il y avait une association d'habitants qui s'insurgeait contre la présence à venir de ces gens-là, de CASA, qui risquaient de débarquer dans notre quartier. Donc on a construit illégalement, toujours d'ailleurs c'est un point de départ, c'est presque un rituel, cette baraque hyper rapidement, et on a dit c'est une baraque de chantier, on a fait croire au quartier tout entier qu'en fait il y avait un grand projet de réhabilitation de la friche et que le quartier était invité à imaginer cette réhabilitation, qu'il allait y avoir CASA, mais que c'était immense, et donc il allait y avoir plein de choses, il fallait plein d'idées. Et on a pris de court la municipalité en faisant passer la rumeur, comme quoi, donc on s'est installé là, et donc il n'y avait personne pour dire c'est pas vrai, voilà, et on est allé voir donc les associations, les riverains, et à chaque fois on a fait rêver le tripostal, on organisait des banquets, on organisait des fêtes, et tout le monde venait là jouer de la musique, etc., et rêver l'occupation possible, etc. Et donc ça parle un peu aussi de cette question-là, de la manière dont on crée les articulations, et au point qu'on est allé voir les deux directrices des deux grands hôtels en leur disant, ben voilà, le tripostal va être réhabilité, qu'est-ce que vous pourriez imaginer, etc. Et puis une des deux directrices, j'étais là, elle dit, nous on a un problème avec les femmes de ménage qui ont des problèmes de placement de leurs enfants en crèche. Et on venait de rencontrer la veille une association qui voulait monter une crèche à Avignon avec des enfants handicapés et des enfants non handicapés. Et bingo, on dit ben voilà, on va concevoir et placer là une crèche. Donc aussi toujours diplomatie, organe diplomatique, etc. Donc ce bâtiment-là complètement ahurissant qui débarque au milieu de la ville en terre et en paille, qui devient le lieu d'articulation de désirs qui n'était même pas formulé comme tel. Au début, on ne pensait qu'à virer les sans-abri, à détruire cette friche et à faire un parking pour les deux hôtels de luxe. Et au final, on a eu ces deux directrices des hôtels qui nous ont donné prêté leur vaisselle dans nappe, etc. On a fait un immense banquet dans le tripostal, invitant les édiles à exposer le projet. Donc il y a une petite couple à gauche, donc qui racontait effectivement l'occupation et les multiples fonctions que pouvait prendre ce centre-ville, qui faisait s'articuler les multiples désirs environnants qui n'avaient jamais eu l'occasion de se projeter. Donc voilà, c'est une aventure qui continue. Il se trouve que le projet a été présenté à la Biennale de Venise dans le pavillon de la France, alors que c'était quand même un parking en puissance et que ce n'était qu'une verrue au cœur de la ville. Et je pense que voilà, juste pour dire ça, quand on parle d'écologie et de vivant, j'entends aussi le vivant que sont ces désirs multiples, peut-être même enfouis, c'est-à-dire que comment aussi notre travail consiste à aller faire se formuler et se lever des visions, des désirs qui sont là et qui sont la matière à penser les transformations heureuses de la ville, si tant est qu'on aille évidemment, qu'on sorte de cet affrontement conflictuel entre des sans-abri pouilleux et des hôtels de luxe luxueux, et de se dire qu'il y a des articulations possibles, et c'est ces maillages-là et ces diplomaties-là qui sont manquantes, et ce qu'on s'efforce de faire et qu'on a fait avec de la paille et de la terre.
c'est une nouvelle construction. Alors c'est en cours, en fait c'est une longue histoire parce que là, c'est un collectif s'est créé, pour une société coopérative s'est créée là, et est engagée dans un large projet qui, en plus ça s'est passé juste avant les municipales, la municipalité a changé, enfin c'est un bazar quand même très très complexe, je passe les détails, mais en fait, et puis voilà, c'est un travail au long cours, mais en fait l'histoire, le désir se prolonge et les lieux, le collectif n'a pas été évacué, et les lieux continuent à se déployer, tant bien que mal je dirais, ça manque un peu d'énergie là maintenant. Et les financements viennent d'où? Alors, on a, on a réussi à constituer un collectif de financeurs publics, donc mairie, métropole, le Grand Avignon et la délégation interministérielle à l'habitat et au logement, donc l'État, qu'on a accueilli pour une des toutes premières actions qu'on ait faites dans ce squat, c'est qu'on n'avait pas le droit de l'occuper, on a invité la DIA, dans la délégation interministérielle, à venir faire un séminaire. Voilà. Et bon, voilà, et ça c'était un premier ressort, et après justement la société coopérative s'est constituée, donc là on rentrait dans un modèle économique. Non, une fois que l'on enclenche, c'est aussi ça tout le travail qui est difficile, de se dire en fait comment on enclenche des histoires, mais comment après l'histoire n'est pas dépendante du Pérou, c'est-à-dire que nous on est un corps étranger qui vient déclencher, rendre possible des articulations, et puis après comment une autonomie se crée, quoi. Et donc là, et je dois dire aussi, puisque on anticipait un peu, mais la vertu du corps étranger, de celui qui n'est pas habitué à la scène, de celui qui n'est pas embourbé dans les intrigues locales et les impossibilités, je dirais, fixées, c'est vachement intéressant, mais dès que le corps étranger se retire, eh ben, il replonge dans leurs impasses, dans leurs conflits de toujours, politiques, etc. Donc voilà, ça c'est une vraie question méthodologique que je n'ai pas encore résolue. Mais voilà, donc il y avait des financements qui devaient venir de... Il y a quelques entreprises qui sont là maintenant, de location de vélos par exemple, il y a des maraîchers qui viennent une fois par semaine vendre... voilà, il y a un petit marché qui se constitue là où les tables sont là. Il y a un local de répétition maintenant, il y a un accueil de jour qui s'est constitué maintenant dans une partie du... Bon, voilà, donc par morceaux, je veux dire qu'on n'en est pas à l'utopie réalisée, c'est-à-dire à l'occupation, mais par morceaux, ça tient, et d'autres morceaux, la crèche par exemple, n'existe pas encore, disons, mais les hôtels sont devenus relativement cléments. C'est très beau. Oui, et puis ce que j'entends aussi, c'est que c'est ça, ce qui est vivant aussi, c'est de, comme tu dis, c'est de... côté corps étranger qui vient donner une impulsion, oui. Et puis il y a des synergies qui se créent et qui se maintiennent ou qui ne se maintiennent pas, mais il y a un écosystème qui se met en place. C'est ça aussi, insuffler le vivant, j'ai l'impression. C'est ça, oui. Je pense que le Pérou, il a un peu ça, c'est une espèce de vertu du forain. J'allais dire que le forain est un voyou voyant, c'est-à-dire que voyou, il débarque, qu'il n'a pas, de cette manière, aucune légitimité d'être là, c'est pour ça qu'on s'est appelé référence au lointain, c'est-à-dire que voyeur, c'est-à-dire qu'il voit ce que celui qui habite là ne voit plus. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi cette vertu-là, de se dire, il découvre des évidences et il les fait surgir comme des puissances. Et voyant, peut-être qu'ainsi, il crée des processus, il déclenche. Donc c'est le forain qui vient installer la fête foraine et qui fait danser le voisin, la voisine qui ne s'était pas encore vu et qui finit sur vie ensemble, qui déclenche des processus voilà, et qui part. Bon. Et je crois qu'il y a quelque chose là qu'on essaie de cultiver dans nos histoires, de venir je sais pas, enfin en tous les cas, je crois oui que la vertu du corps étranger, elle est celle-ci, je pense qu'on peut l'éprouver nous quotidiennement tous, que c'est absolument crucial d'avoir un étranger chez soi. Oui, très bien. Ce qui est important, c'est qu'une chose existe, peu importe son temps. Oui. Si elle a duré que 3 jours, mais que c'était magnifique, elle a marqué, elle est restée dans nos mémoires. Si l'occupation, si le lieu, plus il dure longtemps, mieux c'est, bien entendu, parce qu'on multiplie l'action et le rayonnement. Moi, je reste fasciné par Christiania au Danemark, cette communauté hippie qui s'est installée là contre tout le monde, qui a été rejetée par tous et qui est devenue un point d'attraction formidable, qui est complètement intégré, qu'on vient visiter de partout dans le monde. C'est
c'est un success story assez étonnant, mais qui ont dû s'imposer aussi par leur détermination et par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré. Mais au départ, c'était pas du tout gagné. Hein. Notre-Dame-des-Landes aussi. En fait. Ah ben oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Il y a de multiples exemples. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont plus malheureux. Je veux dire, Oui. là, c'est les success stories là, dont on parle. Mais Oui. voilà. Mhm. Oui. Par rapport à ce postal à Avignon, est-ce que le rayonnement des activités a permis d'enclencher un dialogue avec les propriétaires et de signer une convention Alors, propriétaire, c'est la SNCF. Immobilier, c'est une branche, c'est compliqué ces histoires parce qu'en France, là, le SNCF est devenu gérant de patrimoine immobilier et fait fructifier son patrimoine par des occupations temporaires qui font augmenter le prix des bâtiments, etc. Donc il y a toute une gestion comme ça qui est très 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 perverse, quoi, un peu. Hein. Là, donc il n'y avait pas, et SNCF Immobilier nous voyait d'un bon œil notre occupation. C'était ça assez intéressant parce qu'il y a eu des réunions un peu complexes à un moment donné et on était convoqués par et on est allé avec l'arme comme ça et puis en fait le directeur SNCF nous a dit mais bienvenue, c'est formidable. Et évidemment qu'on sentait qu'il y avait derrière le fait qu'on faisait fructifier un patrimoine, qu'on faisait apparaître un tripostal qui n'avait aucune valeur, qui était un parking en puissance et qui là devenait un bâtiment qu'il allait pouvoir renégocier avec les acteurs publics. Et la mairie voyait bien venir aussi la chose, qu'on était en train de lui mettre entre les pattes un projet qu'elle n'avait pas du tout imaginé. Que, voilà. Donc parfois, voilà, c'est pas le propriétaire qui est le plus malheureux de la chose, parce que si on vient occuper en magnifiant, on fait augmenter le capital, le prix potentiel de ce Oui, c'est vrai que c'est clairement un problème aujourd'hui, l'occupation temporaire et la marchandisation qui va derrière. La question c'était, est-ce qu'il y a une convention qui a été signée, est-ce que la préoccupation se fait de manière légale hein? Oui, alors il y a une convention qui a été signée temporaire d'occupation avec la SNCF Immobilier, donc qui est avec la collectivité. En fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire, et ce qui est encore en cours, c'est d'obtenir un bail amphithéotique. Je ne sais pas si ça. Hein, voilà. Mais c'est une opération qui, après, à un moment donné, ça, c'est la mairie, le Grand d'Avignon et la SNCF Immobilier qui négocient. Et nous, on a été un peu dépossédés de tout ça, donc c'est en cours de. Voilà. Après, moi j'ai un camarade qui a créé une ferme à Nanterre, la ferme du Bonheur, magnifique, extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez monsieur Roger Després, qui est un énergumène extraordinaire. Et Roger, il a créé une chose, à la force de ses moutons, de ses occupations, et il refuse toute convention, alors que les acteurs publics viennent avec l'idée de conventionner. Et il dit plutôt crever que signer quoi que ce soit. Et là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de négocier, et finalement, le temps de négociation, le fait qu'on ne signe pas de convention, fait que quelque chose demeure d'une potentialité. Et Roger, ça fait 20 ans qu'il est là, et 20 ans qu'on essaie de conventionner avec lui et qu'il ne conventionne pas, et donc il reste dans ce vide-là, dans cette suspension, cet état de suspension, qui est peut-être l'état le plus viable possible. Et c'est aussi une force. Oui. Ouais. Absolument. Mais Luc, alors, cette notion de ville écologique. Oui, donc un petit aperçu très rapide pour rappeler la situation dans laquelle on est. Cette terre qui est malade, on la regarde en grande souffrance, dans une grande immobilité aussi. Peu d'action par rapport à ce qu'il faudrait, étant donné les perspectives d'avenir. La civilisation industrielle n'a aucune chance de pouvoir continuer très longtemps. Regardez le temps qui nous reste avec la base même de ce qu'elle consomme. Dans 80 ans, tous ces matériaux de construction auront disparu. Comment est-ce qu'on fait sans ces matières premières pour pouvoir alimenter une civilisation industrielle? Et il n'y a évidemment pas que ça. L'essence et le pétrole aura aussi disparu, ou en tout cas en très grand manque d'ici 100 ans, aussi bien l'énergie atomique, etc. Et il ne restera plus que le renouvelable. Donc c'est quelque chose qui doit alimenter notre manière d'envisager ce que nous devons faire aujourd'hui. Parce que pour changer de modèle de société, il faut du temps. Il nous faudra de l'essence pour construire un mode sans essence.
Et on sait qu'on avance de plus en plus vite vers une catastrophe qui nous paraît souvent inéluctable, alors que finalement, il y a de multiples possibilités d'envisager un futur qui ne le soit pas. Le biomimétisme est pour moi notre grand espoir. La nature, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement, et tout ce qu'elle a fait, elle n'a jamais fait que s'enrichir, devenir de plus en plus riche. La biodiversité n'a jamais fait qu'augmenter à partir de quasiment rien, de microcellules, de parasites, de choses comme ça. On arrive à maintenant une biodiversité considérable, enfin, avant que nous commencions à prendre le dessus. C'est peut-être par là qu'il faut commencer à réfléchir à un monde complètement différent. L'économie circulaire, c'est une des clés d'un monde qui pourrait être beaucoup plus acceptable. Tout ce que la nature fait est toujours totalement circulaire. Un déchet est une ressource. Nous devons absolument commencer à composer comme ça. Alors, il y a des exemples qui pour moi sont fabuleux. Ce que vous voyez là, c'est un biobéton. Un béton fait à partir de ce qu'un petit mollusque prend dans le mètre cube autour de lui. Et ce béton est de loin supérieur à tous les bétons que nous faisons. Plus solide, lisse, totalement étanche, plus résistant, plus élastique. Et vous savez quoi? Il absorbe le CO2 au lieu d'en produire des monceaux. Quand nous faisons du béton, on libère dans l'atmosphère ce que la roche a mis des millions d'années à capturer. Et on crée des problèmes insurmontables. Et on a là une solution magnifique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des possibilités. On commence à apprendre à faire certaines choses, à faire du biobéton et à travailler comme la nature le fait. C'est encore expérimental, ce n'est pas encore fait à grande échelle, mais les solutions commencent à apparaître. Là, vous avez un immeuble gigantesque par rapport à la taille de ses habitants, ses citadins. Les termites habitent dans un lieu qui est autoclimatisé. 1 à 2 degrés de différence de température entre une température qui peut varier de plus de 30 degrés. Mais sans chauffage, sans conditionnement d'air, sans rien de tout ça, simplement avec une architecture particulière que l'on commence à comprendre et à utiliser. Là, vous voyez une ville absolument magnifique, Sanaa au Yémen. Les habitations sont faites en terre, 8 à 10 étages, plusieurs centaines, 100 ans ou 200 ans qu'elles existent. Elles sont absolument superbes, totalement intégrées dans le paysage. Pour moi, c'est là que nous devons trouver des exemples d'un monde nouveau. Et vous savez quoi? Quand ces habitations sont abandonnées, quand elles deviennent ce qui, dans notre monde, est des détritus et des déchets, eh bien, elles retournent naturellement dans le trou dans lequel on a pris la terre. Et elles redeviennent, si nécessaire, une autre ressource pour quelqu'un d'autre, sans aucune perte, sans CO2, sans rien comme effet secondaire. Et ils ont tout compris. Nos habitations, vous imaginez ça, vous regardez une habitation absolument splendide, et c'est la question que vous devez vous poser en la regardant, c'est qu'est-ce qu'elle a coûté à la planète pour arriver à être construite, et qu'est-ce qui va en rester une fois qu'elle ne sera plus utilisée? Qu'est-ce que ça va faire comme déchet, comme saloperie qui va venir nous polluer, qu'on va retrouver dans les estomacs des poissons, qu'on va finir par manger et qui va nous tuer. Et alors qu'il y a des solutions qui existent depuis des millénaires, qu'on a complètement mis de côté pour une civilisation industrielle qui est certainement très très bien adaptée pour faire la guerre, où là elle a réussi à faire des engins très très bien adaptés à détruire ce qui se passe dans le pays voisin, mais peut-être pas à construire un monde qui a la qualité nécessaire pour qu'on se sente vraiment bien.
Construire en terre, on peut le faire dans n'importe quel pays, on peut le faire même dans une piscine. Là, vous voyez un mur qui a été construit en terre. Cette habitation au Yémen est faite avec des roseaux qui ont été cueillis dans les environs, qui poussent à quelques kilomètres de là. Et l'habitation est magnifique. Quand elle aura cessé de jouer son rôle de lieu collectif de rassemblement, elle va retrouver sa place dans un champ comme paille, comme autre chose, mais elle va continuer une autre sorte de vie. On n'arrête pas l'utilisation d'un matériau qui est biodégradable, qui reprend sa place d'une manière ou d'une autre dans l'environnement. Et ça, nous pouvons faire, nous pouvons construire avec des structures en bois, des aidations par paille, chanfre, liège, bois défibré, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Une habitation qui est isolée comme ça, qui est recouverte d'un enduit à base de terre, intérieur comme extérieur, est-ce moins bien qu'un mur en béton qui est transpirant? L'énorme différence, voilà un mur qui a tendance à absorber l'humidité à l'intérieur que nous pouvons faire simplement par notre présence, par notre respiration, et qui va naturellement l'évacuer vers l'extérieur sans qu'on ait rien du tout à faire, simplement par la composition de ces matériaux naturels. C'était le cas de tout ce que l'on construisait précédemment, avant la révolution industrielle. Maintenant, dans notre nouvelle manière de faire, on crée des boîtes totalement étanches, à l'air, à l'isolation. Ça, c'est certainement une bonne chose parce qu'on ne doit plus chauffer, mais dès le moment où on bloque complètement l'air à l'intérieur, on est obligé de mettre une ventilation mécanique contrôlée et être totalement dépendant d'une machinerie pour pouvoir respirer. Moi, je trouve ça un non-sens complet, alors qu'avec l'emploi de matériaux qui sont simplement adaptés au vivant, on peut le faire sans avoir besoin de rien d'autre que qu'une conception intelligente et passive d'une construction. Voilà une toiture qui a été faite avec du chanfre, du chaume. Elle est complètement faite avec du vivant. Des petits animaux viennent s'y réfugier. Est-ce que c'est moins bien qu'une toiture faite avec un revêtement en goudron ou des toitures en béton, en zinc, en aluminium, en fer? Dans les hypothèses de travail que je fais dans mes recherches, ici, j'ai essayé de dessiner ce que pourrait être une ville contemporaine, comme elle existe, qui soit devenue une ville qui soit potagère, qui accueille la nourriture nécessaire à pouvoir alimenter la population. Donc vous avez sur les toitures des potagers, il y a des vergers, il y a des serres, il y a des ruches, il y a toute une série de choses, des poulaillers aussi, des pigeonniers. La ville peut très très bien accueillir ça. Est-ce que ce serait moins bien que nos villes desséchées, faites uniquement de minéraux? Je pense que se raccorder à une notion aussi importante que la nourriture est quelque chose qui peut donner à nos villes une dimension qui leur manque totalement. On ne peut pas imaginer une ville qui soit totalement, qui puisse nous nourrir totalement, mais avec le périurbain, ça peut s'envisager facilement sans devoir faire des grandes distances pour pouvoir nourrir une population qui se trouve dans un endroit un peu plus dense. Merci pour ces belles images inspirantes et puis ces petits
Oui, cette rétrospective en fait, c'est cet état des lieux aussi des ressources actuelles et de comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui en fait, de l'état des lieux. Je ne sais pas si à ce sujet il y a des questions. Pour une petite, la nature est extrêmement forte. Oui, oui. Donc, Oui. elle risque de prendre le dessus. Ah, on a le temps pour ça. On a le temps. Je ne la vois pas encore venir, ça. Malheureusement. Il y a des documentaires extraordinaires de sites industriels abandonnés, on voit que la nature a tout à fait repris la main. Je ne m'appelle plus le nom du film, mais donc il y en a un qui est extraordinaire. Dans le sens bien différent. Très bien. Alors, on va peut-être passer à la thématique suivante, qui était celle de la mobilité et plus largement du mouvement. Luc, tu expliquais que pour toi c'était important une ville, la mobilité dans la ville, qu'il puisse avoir un mouvement fluide au sein même de cette ville et entre les villes également. Ça faisait écho à la notion de migration entre les villes aussi, qui puisse être permise. Alors voilà, c'est intéressant que tu puisses exposer cela, Sébastien. Non, mais déjà, là, on sort d'un voyage avec Luc. Oui. On pourrait passer un peu plus de temps autour de chacune des images qui étaient présentées. Je pense que ce qui ressort aussi, c'est l'étrangeté quand même, à quel point on s'obstine à faire la guerre, quoi. Je veux dire que, et puis tu le montres aussi dans les images à l'endroit des pics de sans-abri. Contre les sans-abri, il semblerait que l'urbanisme industriel et l'architecture qui va avec sont des manières de faire la guerre, démilitarisées peut-être, mais en tous les cas qui font des ravages et qui ne cessent d'en faire. Donc ce processus-là, je sais que la nature est forte, mais comme notre passion guerrière, elle est quand même, pour l'instant, largement victorieuse. Et la passion guerrière, elle se joue aussi, à quelques images là, qui sont des images rapportées d'un travail qu'on a conduit pendant 2 ans à Calais. Dans la dite jungle de Calais, j'en ai ramené 3 fragments ou 4, mais on était une douzaine d'équipes. On a, comme le fait le bon jardinier, on a essayé de bien nommer tout ce qui se construisait, tout ce qui s'affirmait, tout ce qui s'inventait dans le bidonville et entre le bidonville et la ville. Et on a fait des répertoires et des répertoires de description des 54 épiceries, des 62 restaurants, des 4 boîtes de nuit, des 3 théâtres, des 5 églises, des 6 mosquées, et j'en passe, qui sont construites là. De dessins, de vidéos, de films, de photographies, etc. Et tout ça qui a effectivement été détruit en 2016. La jungle, c'est 1 an et demi à peu près de déploiement d'une ville potentielle. On a d'ailleurs titré le travail Atlas d'une cité potentielle, donc qui a été balayé et rayé de la carte par des forces républicaines. Donc cette capacité à faire la guerre, et sachant que les personnes qui viennent là sont aussi des témoins de guerre et de guerre que nous-mêmes, Européens, avons faites à ces pays et ces paysages. Et donc la guerre est incessante jusque-là. Ce que je voulais dire peut-être juste à cet endroit-là, c'est qu'il y a une construction qui n'est pas peut-être opérée comme telle, et qui est la construction d'humanité en laquelle a consisté la jungle de Calais. C'est-à-dire que la jungle, c'était 10, 12, 15 000 habitants peut-être, mais c'était les 1200 lits de l'auberge de jeunesse de Calais qui étaient remplis pendant 1 an et demi par une jeunesse européenne incroyable, magnifique, extraordinaire, qui tous les matins, des jeunes filles beaucoup d'ailleurs, qui tous les matins allaient construire. C'était la jungle de Calais, c'était des Calaisiennes et Calaisiens dont on n'a jamais fait le récit, autrement que comme des voisins exaspérés, et qui n'ont jamais été aussi nombreux à donner aux associations qui ont créé des associations, qui ont été mobilisées, et j'ai des histoires, mais des histoires et des histoires, de mobilisation au quotidien, de gestes
de soins, de gestes d'amitié, de gestes de fraternité. Je pense à cette vieille dame qui habitait juste en lisière de la jungle et qui a ouvert son accès Internet pour que les personnes vieilles devant chez elle se connectaient. Je pense à Lydie qui venait tous les jours ramasser du linge. Elle lavait dans ces 2 machines à laver le linge, les couleurs d'un côté, le blanc de l'autre. Elle le faisait sécher, elle les repassait et elle les ramenait tous les jours, et bon, etc., etc. Donc, et ça, c'est de cela dont on est revenu malgré tout ce qui a été détruit, d'en faire la mémoire de cela, et de revenir aussi avec le souvenir, et que l'on l'a voulu rendre vivace, de ces gestes quotidiens. Et pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est à partir de là, donc 2017, qu'on a entrepris une instruction auprès de l'UNESCO pour faire inscrire au patrimoine culturel immatériel ces actes d'hospitalité. Et cette hospitalité vive qui est à Calais, qui est à Lesbos, qui est à Briançon, qui est à Bruxelles, qui est à Rome, Hambourg et Lampedusa, rend non seulement le présent respirable à d'innombrables personnes qui cherchent refuge parmi nous, mais aussi ces gestes-là qui sont un trésor majuscule, un héritage majuscule pour les générations à venir qui vont être confrontées au centuple. Et Luc l'a aussi bien exposé, via que la Terre est terriblement malade et que les bouleversements à venir vont mettre sur les routes des millions et des millions de personnes, et que ces gestes-là sont finalement des pratiques extrêmement précises, extrêmement précieuses pour les générations à venir. D'où cette instruction dans laquelle on est toujours au travail, visant à faire reconnaître ces gestes de Lydie, de cette vieille dame, de celles et ceux qui la portent une baraque parce que les machines arrivent, il faut placer cette baraque dans la zone nord alors que la zone sud va bientôt être détruite, de cette jeune femme qui est devant la kitchen, la Belgium Kitchen, qui est une Syrienne, et les Belges ont construit plus que de raison dans la jungle de Calais d'ailleurs. Bref, de tous ces gestes-là qui sont des trésors publics que l'on essaie de constituer comme tels, non pas pour simplement en faire la mémoire, mais pour se rappeler dans le futur combien ils sont des gestes porteurs, comme on parle de murs porteurs, des cités à construire demain. Merci. Je ne sais pas si tu veux réagir, Luc, par rapport à ce qui est dit, ou si tu veux enchaîner. Je vais plutôt enchaîner, et je vois que l'heure tourne, Oui, et qu'on a pris pas mal de retard. Donc je vais accélérer un peu. Donc moi j'ai pris le mouvement de la ville, surtout dans sa mobilité et dans la recherche d'une autre type de mobilité. La voiture est une aberration complète. 1,5 tonne de ferraille pour transporter 150 kg de passagers et bagages, ça n'a pas de sens. Surtout si on voit ce que ça coûte à la planète, à la qualité de l'air, à tous les efforts qu'il faut faire pour extraire les matériaux et se retrouver avec des déchets, etc. On est dans une stupidité totale. Et il faut dire que les vendeurs de marchandises nous ont rendu la voiture excessivement sexy. Ils ont tout fait pour ça. Et ils l'ont doté de moteurs magnifiques, très très belle mécanique, magnifique design, des moteurs qui propulsent le véhicule à 300 km/h. Vous imaginez ça, dans une ville où on peut rouler à 30 km/h. C'est une absurdité totale, mais en même temps, il y a une attractivité qui est terrible. Donc moi, je cherche à voir comment est-ce qu'on peut inverser le problème, trouver une autre attractivité et trouver un autre sens au déplacement. Donc ici, ce sont des petites voitures électriques pour cette personne qui fonctionne avec de l'électricité qui est prise sur le rail au milieu. C'est une technologie qui existe. Il y a des voitures, des trams qui roulent comme ça, déjà à quelques endroits dans le monde. Les coques sont biosourcées. Comme ce sont des petits véhicules, on ne les prend que s'il y a quelqu'un dedans. Dans notre tram, 40 à 60 tonnes, quand il y a 5 personnes dedans, aux heures creuses, c'est aberrant au point de vue énergétique. Donc des petits véhicules qui ne sont pris que s'il y a une véritable utilité, sinon ils se mettent sur une voie de garage. Mais créer des véhicules comme ça fait partie aussi des recherches que l'on fait ensemble dans l'atelier d'architecture. On voit là un prototype d'un véhicule dont la structure est en bois, parce que biosourcé, quand l'arbre a poussé, il a absorbé le CO2 au lieu d'en produire.
Voilà un véhicule pour 3 personnes qui se déplace à la vitesse d'un vélo électrique et qui permet encore de mettre ses courses et d'autres choses. C'est un prototype, c'est une manière de rechercher un peu le chaînon manquant entre la voiture et le vélo. Moi je roule maintenant depuis 13 ans avec ce véhicule bizarre qui est une Twike. C'est pas moi qui l'ai créé, ce sont des étudiants d'une école d'ingénieurs en Suisse. Le véhicule fait 85 km/h. Il pèse seulement 200 kg. Ça me coûte 1 € pour recharger mes batteries. Avec ça, je peux faire au moins une centaine de kilomètres. Et ça ne coûte plus rien au niveau de l'énergie parce que le véhicule est très très léger. Et je pédale. Ah oui, en même temps, je peux faire du sport. Je n'ai pas besoin d'avoir un vélo d'appartement. J'ai ça. C'est vraiment très intéressant de se déplacer de cette manière-là parce que c'est montrer aussi qu'il y a une alternative aux véhicules stupides, que l'on peut imaginer des choses qui sont réellement disponibles pour tout le monde et qui montrent que l'alternative est existante, elle est accessible. En réfléchissant avec un ami biométricien à qui je posais la question, pourquoi est-ce que la nature n'a pas inventé la roue? Il me dit, mais c'est très simple, la roue c'est aberrant au point de vue de la nature. La roue veut dire les routes, les ponts, les tunnels, les voies ferrées. Ça coûte à la nature énormément. Ça brise tous les réseaux racinaires, hydrauliques, etc. Ça compartimente le paysage. On est dans un désastre au niveau de la faune et de la flore. La pâte, c'est magnifique, pas besoin de route. Ça monte un escalier, ça escalade un rocher, ça passe un gué. C'est une invention bien plus intelligente. Bon, d'accord. Alors, si c'est une invention plus intelligente, peut-être que vous avez vu qu'il y a un tram à pattes qui circule à Bruxelles avec des pattes de tous les côtés pour nous rappeler que la patte, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus idiot. Et il a un autre côté, quand on regarde le côté du tram, c'est une patte de nuit. Mais beaucoup de gens qui pensent qu'il y a 2 trams, non, il n'y en a qu'un, qui est là simplement pour cette espèce de clin d'œil, puisque j'aime bien aussi, c'est que là aussi, les gens, quand ils sont dans le tram, ils sont quelque part dans le dessin de ce tram que j'ai réalisé avec mon frère François. Une autre réflexion sur le déplacement, c'est celui de l'avion. Mais l'avion, c'est aussi un truc complètement aberrant. On va pouvoir voler avec nos avions que pendant quelques dizaines d'années, avec la consommation qu'ils ont et la technologie invraisemblable, on n'a nulle part. Par contre, l'oiseau, ça, c'est une invention fantastique. Donc, moi, j'ai imaginé des ornithoplanes à ailes battantes. Nous avons donc un engin volant qui est constitué d'une structure hyper légère, fait avec une membrane très, très souple et légère. Et puis l'extrado est couvert de capteurs solaires. Les articulations sont pourvues de petits moteurs électriques qui sont alimentés par les capteurs solaires. Et l'engin est gonflé à l'hélium, ce gaz naturel qu'on trouve qu'on trouve un peu partout, qui n'est pas inflammable, qui n'est pas dangereux, et qui permettrait d'imaginer que l'on pourrait voler comme un oiseau en battant des ailes. Ce qui est un système bien plus rentable, parce qu'avec très peu de mouvement, on se maintient en l'air, surtout si on est aidé par un engin, par le fait qu'il soit gonflé à l'hélium et qu'il soit très léger. Alors, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai traversé la Cité des Sciences à Paris en volant comme un oiseau, en m'appuyant sur l'air et en utilisant un ballon qui est gonflé à l'hélium. Ça marche très bien. Bon, c'est pas encore l'ornithoplane parce qu'on n'a pas encore pu le réaliser, mais c'est quelque chose qui est envisagé et qui est tout à fait envisageable. À ce moment-là, on pourrait voler dans des endroits qui ne soient pas confinés, mais que simplement à l'extérieur, parce que l'oiseau est quand même prévu pour résister à des vents. Donc sa forme est assez idéale pour ça. Alors on peut passer au dernier chapitre.
Mais ça fait rêver tout ça. C'est vrai que, voilà, on est dans l'imaginaire, on est dans le futur, dans l'utopie. Et c'est vrai que pour clore cette rencontre, voilà, ce qui a émergé, c'était de parler de cette thématique de la transition, en fait, parce que en attendant demain, on est quand même bel et bien ancré dans le présent. Et comment est-ce qu'on passe, justement, comment gérer ce grand écart, cette transition entre la ville d'aujourd'hui et la ville de demain? Comment supporter l'aujourd'hui aussi, en attendant demain? Ah, c'est bon, on prend la mer. L'instruction de l'UNESCO conduit à penser que les gestes des marins sauveteurs et de celles et ceux qui font l'accueil à bord sont des gestes bientôt au patrimoine mondial, donc il faut des dispositifs qui permettent de les conserver et de les transmettre aux générations à venir. C'est le point de départ de ce travail, qui est aussi une commande du Centre Pompidou-Metz il y a 1 an et demi, alors que je travaille sur cette instruction, qui m'a demandé de faire une pièce pour le musée. Et j'aurais dit, bon, on va faire une pièce qui est un navire de sauvetage. Et est-ce qu'une œuvre peut... Personne n'a écrit qu'une œuvre ne pouvait pas être un navire de sauvetage. Et donc on a travaillé avec un architecte naval, Marc Van Peteghem, un designer, Marc Ferrand, qui est le collaborateur de Shigeru Ban, architecte du Centre Pompidou-Metz. Et puis, chemin faisant, aujourd'hui il y a 50 écoles d'art, de design, d'architecture d'Europe et de Curitiba, Brésil, de Santiago du Chili, du Liban, etc., qui travaillent avec nous sur tous les aspects de ce navire, qui en est aujourd'hui à une phase bien développée. Là, vous avez quelques fragments de travaux donc on a conduit avec des typographes, des graphistes, des traducteurs, mais aussi quelques maquettes, une coupe, et bien d'autres choses qui sont aujourd'hui en cours et sur le métier, disons. Et dans 6 mois, on va réunir toutes les études qui sont conduites ici et là pour engager une phase de projet qui va aboutir en mars 2023 au chantier. Et c'est un travail qu'on conduit avec les marins sauveteurs des SOS Méditerranée, avec lesquels on a dessiné ce navire, on dessine ce navire, qui est un navire donc il faut concevoir comme étant un navire, une forme de conservatoire des gestes. C'est-à-dire que c'est un navire qui prend la forme des gestes existants ou qui, dans leur déploiement le plus grand, c'est-à-dire qu'on travaille avec les SOS Méditerranée à décrire ce navire manquant qui permet à leurs gestes de se déployer autant que faire se peut, et puis inscrit dans la matière d'une certaine manière, ce navire pourrait être transmis aux générations à venir qui vont être confrontées au centuple à ces mouvements migratoires. Voilà, donc la transition, elle est peut-être là aussi, se dire, bon, d'une part que ce réel-là détestable, il est aussi peuplé de gestes merveilleux et d'aventures incroyables, que sont ces marins sauveteurs, que sont ces personnes que l'on rencontre sur le chemin, et que sont tous ces étudiants aujourd'hui qui travaillent avec nous sur ce navire, et toutes celles et ceux qui le désirent avec nous. Et puis que la transition peut être aussi à partir d'un navire comme celui-ci, qui est pensé véritablement comme une place publique flottante plurilingue, pour une place publique flottante méditerranéenne, où on pense la nourriture qu'on va manger, on pense les langues que l'on parle, etc. Et c'est peut-être à partir des navires que l'on va penser autrement le rivage et la terre qu'il va bien falloir réinventer aussi. Donc c'est une manière peut-être détournée de se dire que, enfin, de travailler sur cette ville manquante. Ce navire a aussi 2 grandes ailes solides qui lui permettent d'avancer à l'éolien, ce qui est un des travaux développés par Marc Van Peteghem, beaucoup sur des capacités, évidemment. Ce navire laboratoire doit être aussi au rendez-vous de toutes les crises qui conduisent à ces mouvements migratoires et trouver des formes de réponse aussi. Merci. Merci. Il s'appelle Avenir, d'ailleurs, oui. Son nom, d'un anagramme oui. heureux, et d'ailleurs aussi un autre anagramme de navire, c'est En vrai. Ah oui. Et on a travaillé, vous voyez là, beaucoup de traductions, j'aime beaucoup ça, parce que les traducteurs, traduire un anagramme, c'est pas simple, et en anglais, ça donne boat to be, et j'adore cet anagramme, pas tout à fait réussi, mais formidablement juste. Parfait. Magnifique, magnifique. Et quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a une grande... On réfléchit au fait qu'il y a une grande partie de la population qui est un peu désespérée par l'avenir parce qu'ils ne sont pas dans les projets, parce qu'ils ne regardent pas ce genre de choses. Si on ne fait qu'écouter les informations, ce qui se passe en Biélorussie ou je ne sais pas où, on est complètement désespéré. Dès le moment où on est engagé dans un projet d'une beauté comme ça,
le monde vous apparaît complètement différent. Bien sûr. Donc ça a le pouvoir de changer les choses à l'extérieur et en soi. On n'est pas le même quand on travaille à un projet pareil. Et ça, ça soigne et ça vous soigne. Donc si un jour tu as besoin de quelques dessins... Aujourd'hui. Alors là, si c'est devant témoin, Luc Chétet va absolument, travailler avec... Ah non, non, avec grand plaisir. Parfait. Moi, si je peux donner mon pinceau à une cause comme celle-là, je n'ai pas perdu mon temps. Donc, n'hésite pas. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Est-ce que je vous montre encore quelques... On a débordé, clairement. On a clairement débordé. Est-ce qu'on continue un petit peu à déborder, 5 ou 10 minutes? Oui. Donc, une petite image sur la ville en transition. Cette idée d'un monde mais sans conteneurs, sans déchets, et puis directement du producteur, le véhicule. C'est une affiche. Alors pour moi, la vision du monde, elle se réfléchit toujours en 4 dimensions. Le temps est un élément tout à fait essentiel. Je vais vous montrer 5 dessins, on va passer assez vite. C'est 5 dessins d'une vue de Laeken. On commence en 1800, on va passer en 1900. Et peut-être changer de micro. Il est mauvais. Bon, voilà 1900. La même vue, le même endroit 100 ans plus tard. Alors, j'ai trouvé intéressant d'imaginer, de voir quels sont les changements qu'on peut attendre durant 100 ans et de pouvoir se projeter ainsi plus facilement dans l'avenir et de voir quels sont les pas, l'importance des changements qu'on peut envisager dans un laps de temps comme celui-là. Et c'est toujours par le dessin que je cherche à trouver des solutions qui nous montreraient une ville qui fonctionne avec le vivant, des toitures végétales, d'autres moyens de locomotion. Le paysage existe, donc c'est toujours intéressant de partir de l'existant pour bien montrer qu'on n'a pas fait table rase du passé, mais qu'on s'est réellement projeté dans l'avenir. La dernière image est en 2200, quand la ville peut devenir de plus en plus verte. Et par exemple, le canal, c'est couvert par une vaste serre. Et puis il y a une vague, vous pouvez voir là, une espèce de grande vague qui déferle en permanence et qui fait qu'il y a des surfeurs, il y a des planches à voile, il y a un peu de tout. Mais surtout, les habitations sont devenues un paysage. Vous voyez un bio-béton et vous voyez du bio-vert qui habille les habitations qui se trouvent là. Et on se promène dans les parties supérieures de ce paysage et on habite la ville autant par l'intérieur que par l'extérieur. Mais dans une ville apaisée où on n'a plus ces bruits permanents de véhicules, ces odeurs, ces gaz nauséabonds, et on entend le bruit du vent dans les feuilles, l'eau qui coule, des choses comme ça. Techniquement, c'est envisageable dans 100 ans ou dans moins, parce que les techniques qui nécessitent pour y arriver sont bien moins sophistiquées que pour envoyer une fusée dans la Lune. Mais il se fait que les études et les fonds nécessaires à la réalisation de ce genre de choses n'ont pas la même importance. Les dernières images sur la proposition de l'aménagement du piétonnier de Bruxelles, avec toute une partie avec des arbres, et surtout profiter du centre de la Bourse pour en faire un lieu convivial de rencontre, d'accueil, de partage. Donc il y a
ces espèces de blocs de verre qui s'éclairent par l'intérieur, qui sont au milieu de la place, avec d'autres blocs pour s'asseoir, et qui sont des lieux où on peut pique-niquer, jouer aux échecs, ou je sais pas, donner rendez-vous à quelqu'un, qui ne soient pas des lieux de consommation. Actuellement, si on veut s'asseoir en ville pour pouvoir partager quelque chose, il faut consommer. Quelle est cette idée complètement impensable que la consommation soit la clé de tout? Que si on veut avoir des relations humaines, il faut passer par la consommation. Et il faut que ça puisse être un champ libre de rencontres qui soit proposé à tout le monde et que la consommation ne soit pas réellement une obligation. Et un peu plus loin, place Fontenasse, un endroit où là aussi on peut se rencontrer, qui soit un point de repère. Dans l'urbanisation actuellement, ce sont des techniciens qui règlent ça de manière sans aucune émotion et créativité et qui font des lieux qui sont des grands déserts. Je pense que la ville manque de lieux chargés d'une identité, de quelque chose qui en font des points de repère qui sont importants et qui font qu'on commence à rêver de lieux dans lesquels on a envie de s'y retrouver. Et ça manque complètement dans la vision que nous avons de la ville actuellement et de ce que les décideurs finissent par nous proposer. Donc je termine par un dessin qui est une sérigraphie que j'ai fait pour un événement de réflexion sur le futur. Voilà. Bravo, merci. Quel joli point d'orgue. Oui. Donc le futur n'est pas une fatalité, pardon, c'est le résultat de projets. Oui. Parfait. Moi, je veux bien tirer la couverture à l'anagramme parce que je crois avoir compris chez Luc que c'est après la bourse, place à la brousse. Ah oui, c'est bien. Bravo. C'est bien la brousse. Tout à fait. Merci à tous les Place deux. de la brousse. Et bravo pour votre travail engagé, pour les valeurs que vous transmettez par votre travail aussi, et puis pour vos échanges, la richesse de vos échanges. On va clore ici. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vous brûlent. On va s'allonger un peu. À toi. Ah bah, je sais pas si je protège. Moi, qu'est-ce que je vais dire, Luc? C'est ton affaire. C'est mon affaire. Un petit conseil. Non, mais je vais juste dire une chose, peut-être. Comment dire? C'est mes enfants. Ont conduit à ce que, enfin mes enfants, c'est le moment où ma première fille est arrivée que j'ai agi avec les enfants Don Quichotte et ma deuxième que j'ai créé le Pérou. Je crois, alors il y a une version triste qui peut être, je crois que je fais ça pour pouvoir dire à mes enfants qu'elles, ces deux filles, ne sont pas arrivées trop tard. Mais la version heureuse, c'est que je vois la beauté, la folie, l'invention justement de ces filles, de ces copines. J'étais dans leur école en CE2 avant-hier où je présentais le navire dans l'école de ma plus petite fille. C'est ça en fait qui fait tenir l'intérieur, c'est la joie, la beauté, la puissance de celles et ceux qui sont là, qui arrivent et qui vont faire tout ce que Luc dessine. Je suis vraiment en phase avec toi. Et j'ai deux filles. Il y a une qui fait ça, les tantes et ça, et l'autre qui a présenté il y a quelques jours
ces graines, ces recherches de graines qui sont pour elle la substance même de la vie. Donc on est tout à fait en phase avec ça. Mais j'aimerais bien, pour répondre plus précisément à ta question, te dire que ces projets que personnellement je porte sont portés, les projets eux-mêmes me portent. C'est-à-dire que quand on fait un projet comme ça, et quand on commence à voir ce qui en sort et ses potentialités, c'est eux qui vous portent et qui vous donnent l'enthousiasme, le courage, l'énergie de continuer. Donc même si ça n'aboutit pas, même si ça reste dans mes cartons, le fait de les avoir faits et de savoir qu'ils existent dans un de mes tiroirs, je peux les sortir au moment voulu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, c'est plus vraiment de mon lot. Tout ce travail que j'ai fait sur le piétonnier de Bruxelles, où tout était en végétation, il y avait une rivière qui était au milieu de la rue, il y avait tout un parc. Ça n'a pas du tout intéressé les politiques, ils les ont même pas regardés, ils les ont mis dans un tiroir et bon, je peux pas faire plus. Donc ce qui m'aurait découragé, c'est si je n'avais pas été content de mon travail, simplement. Si je le regardais de manière très négative. Après, peut-être que quelque chose de ça sortira un jour, autrement, ou pas. Pour moi, l'important, c'est que j'ai pu le faire, j'ai pu en parler, il est là, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. C'est plus le morceau. C'est une leçon de vie que vous donnez. Parfait. Ah, encore une petite question. Hyper intéressant cette approche de dire que ce qui est important, c'est d'être satisfait de son travail. Et ça me pose une question. Mon papa est architecte et quand je suis architecte aussi, on n'a pas du tout la même pratique de l'architecture et je questionne souvent le choix des projets qu'il accepte. Pour moi, je n'accepterais pas du tout de faire un projet comme ça. Il me répond que vaut mieux que ce soit lui plutôt qu'un mauvais architecte qui ferait quelque chose de vraiment vilain et que lui au moins peut apporter quelque chose de moins dur, disons. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là, mais est-ce que vous pensez que c'est mieux d'être satisfait de son travail qui n'aboutit pas dans le cas du piétonnier plutôt que de faire des compromis et de proposer quelque chose qui aurait pu avoir la chance d'aboutir? C'est fonction de chaque personnalité. Je ne peux pas me mettre à la place des autres. D'autres choix ont été faits. Ce n'est pas le mien. Mon choix était assez radical. Ça n'a pas été facile de trouver son chemin dans cette radicalité, mais j'ai aussi dû faire des compromis, bien entendu. Il fallait faire vivre une famille, donc j'ai fait des choses qui n'ont pas, que je ne revendique pas avec beaucoup de plaisir, mais je ne peux pas dire que j'ai fait des travaux pour lesquels j'ai honte, si tu veux. Donc une habitation, une maison, quelque chose a toujours été conçu depuis le départ où j'ai commencé comme architecte, avec l'environnement, avec le jardin, avec la nature, de manière simple, le moins sophistiquée possible, etc. Donc avec une éthique. Si je n'avais pas l'éthique, si je ne pouvais pas utiliser cette éthique vis-à-vis d'un maître de l'ouvrage, je n'y allais pas. Parce que j'aurais pas pu bien le faire. J'explique souvent que je suis l'interprète des désirs des gens. Ils me racontent ce qu'ils veulent comme maison. Si ce qu'ils me racontent qu'ils veulent comme habitation, comme lieu de vie, m'intéresse, je l'accepte. Mais je leur dis, je suis un interprète tendancieux. Je vais donner mon orientation.
Et il faut que cette orientation soit en accord avec ce que vous voulez, sinon ça ne marchera pas. Il faudra qu'on puisse chacun se sentir à l'aise dans cette relation. Merci. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez eu une bonne dose d'inspiration, d'émerveillement et de rêve, voilà, nécessaire et toujours inspirant pour continuer dans notre réalité d'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si, Christian, je ne sais pas s'il y a encore une possibilité de prendre un verre ou pas. Voilà, vous avez peut-être une petite soif après ce temps. Merci de votre attention, merci de votre écoute attentive et bonne continuation à tous. Merci.